Alors bonjour, bienvenue à votre émission Ça vous regarde. Ici Christine Guilbeault et j'ai avec moi deux invités, Madame Marie-Ève Desmarais et Madame Christiane Charon qui est maman d'un enfant autiste et les deux travaillent et sont bénévoles pour Autisme Lanaudière. Et donc le mois d'avril, je vous le rappelle, est également le mois de l'autisme. Alors bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais ça qu'on explique aux gens un peu qu'est-ce que l'autisme. Bien, en fait, l'autisme fait partie de la famille des troubles envahissants du développement. En fait, si on peut imaginer sous forme de parapluie, il y a les troubles envahissants du développement et ensuite il y a l'autisme. Il y a, je ne sais pas si on peut le montrer en fait, là, mais il y a le TED non spécifié. Okay. Il y a le syndrome d'Asperger, il y a les désordres désintégratifs de l'enfance et le syndrome de Rett. Mais éventuellement, en fait, l'appellation va changer. Ça va s'appeler les troubles du spectre autistique et on va retrouver les trois premiers que je vous ai nommés. Donc, les personnes autistes, le TEDNS, le trouble non spécifié et le syndrome d'Asperger. OK. Puis, quelles en sont les caractéristiques? Par exemple, comment on reconnaît ou on a des doutes? Par exemple, vous avez un enfant aussi? Oui. C'est quoi que... Bien, habituellement, on commence à reconnaître les premiers critères vers, on dirait, l'âge de 15 mois à 18 mois. Avant ça, il n'y a pas vraiment grand-chose qui paraît au niveau de l'autisme. Les premiers critères, comme moi, par exemple, à l'école, à la garderie plutôt, pardon, on me disait cet enfant-là est sourd, il ne comprend pas quand je l'appelle, il faudrait peut-être le faire voir en ORL. Et finalement, et c'est là que ça commence souvent dans les interactions sociales. Quand le jeune enfant interagit avec d'autres enfants, avec des gardiennes qui sont des autres personnes que les membres de sa famille, et par la suite, tout en découle. Là, on commence à voir en ORL et on s'aperçoit que l'enfant n'est pas sourd. Après ça, il nous envoie en neurologie, après ça en psychiatrie, et ainsi de suite. C'est à force de thérapie, d'examen avec des psychiatres, des intervenants aussi, qui viennent aussi à se rendre compte que cet enfant-là a des troubles d'adaptation, au niveau aussi d'interaction sociale avec les amis, du regard mutuel avec une personne. Les enfants autistes ne regardent jamais directement la personne. Ils font pas le regard en triangle comme les autres enfants peuvent faire. Ils vont tout de suite focusser sur l'objet qu'ils veulent, qui les intéresse. Et c'est vrai qu'ils font tourner beaucoup d'objets. Ils ne s'intéressent à rien d'autre que des intérêts, on dit, restreints. Ils vont focuser sur quelque chose et ça va toujours être ça. Soit faire tourner une balle, soit d'aligner des voitures, mais il y a un intérêt, c'est sûr, qui est restreint par rapport aux autres enfants. Puis, dans le fond, ça, vous avez dit, bon, c'est quand il est rentré à la garderie que vous avez commencé à vous en rendre compte, mais c'est vers quel âge principalement que les symptômes apparaissent, par exemple, qu'on peut plus le diagnostiquer? Est-ce que c'est toujours vers l'entrée à l'école ou à la garderie, ou c'est avant ou après? Bien, en fait, ça peut beaucoup varier parce que ça dépend en fait du diagnostic, ça dépend c'est un monde vraiment vaste et c'est vraiment du cas par cas quand on parle de l'autisme ou des TED en fait, parce que chaque enfant va réagir différemment à chaque situation et tu sais, il y en a qui vont avoir le diagnostic à 30 ans, ça varie vraiment beaucoup. Mais quand on parle de petite enfance, ça va dépendre des comportements, comment ils vont être amplifiés dans le quotidien. Certains vont aimer, on parlait des objets qui tournent ou ils vont avoir... chaque enfant, justement, a vraiment ses particularités et c'est comme ça qu'on peut l'observer. Okay. On parlait tantôt de la fiche... Est-ce que... Oui, le poster que les gens peuvent voir à l'écran, oui. Parfait. Dans le fond, ce qu'on peut voir, c'est est fasciné par des objets qui tournent, ne craint pas les dangers. Ensuite, dans le fond, les contacts, comme Christiane mentionnait, avec autrui. Il peut avoir aussi, dans le fond, une hypersensibilité au niveau des bruits. Il va avoir un besoin très routinier. Donc, il y a plusieurs éléments, en fait, qui peuvent nous sonner des cloches. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a une façon, on parlait des caractéristiques, tout ça, est-ce qu'il y a une façon de minimiser, oui, les caractéristiques, par exemple? Bien, c'est-à-dire le comportement, ce qui est très important, c'est que souvent les enfants TED ou autistes, il y a des mauvais jugements qui se font souvent sur ces enfants-là et la famille. Exemple, si l'enfant se jette à terre et part en crise, ça ne veut pas dire nécessairement que l'enfant est mal élevé ou que l'enfant fait ce qu'il veut. C'est que pour lui, cet enfant-là, il y a quelque chose qui est venu dans lui, qui l'a hanté, puis c'est plus fort que lui, il n'est pas capable de le contrôler et de le gérer.
C'est sûr, avec le temps, avec les éducatrices spécialisées, avec le personnel compétent qui peut nous aider, nous les parents, à nous guider sur des routines. L'importance de la routine au niveau d'un enfant TED, c'est primordial. La routine le matin, la routine le midi, la routine le soir, de mettre des pictogrammes, de lui faire un horaire, de travailler en forme de séquence. Voilà ta séquence du matin. Et l'enfant, ça le rassure, ça le guide. Et à ce moment-là, il sait ce qui l'attend dans la journée parce qu'ils n'ont pas la notion du temps. Que tu lui dises, après souper, on va prendre ton bain, lui, ça lui dit rien après souper, là. Il faut qu'il le visualise. Absolument, tout passe par les yeux. Un autiste ou un TED, Asperger, c'est les yeux. On dirait qu'ils comprennent par les yeux, ils le voient l'image, ils voient la séquence, ils savent ce qui va arriver. Il n'est pas anxieux, ça le calme énormément. Si on n'a pas cette séquence d'horaire-là, c'est plus difficile. Parce que l'enfant, il ne peut pas savoir ce qui va arriver, puis il ne peut pas anticiper des choses. Pas un TED. Il n'anticipe pas, lui. Lui, il regarde, il voit, c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est l'heure de mon bain, c'est mon bain. C'est l'heure de brosser les dents, c'est les dents. Il ne s'astinera pas avec son horaire. Et même si tu lui dirais verbalement, tu pourrais lui répéter toute la journée, il ne comprend pas. Si tu lui mets visuellement, il va finir par comprendre et au fur et à mesure qu'il va vieillir, c'est sûr qu'il va développer des stratégies, là. Il va avoir de moins en moins besoin de repères. Ça, c'est très important. Je voulais mentionner aussi, en fait, Christiane dit un enfant qui fait une colère. En fait, les troubles envahissants du développement, ça touche la compréhension et la communication. Pour eux, les émotions, c'est une notion très complexe à comprendre et à exprimer aussi. Donc, si l'enfant a un comportement des fois inadéquat, c'est parce qu'il essaie d'exprimer un besoin ou il essaie d'exprimer quelque chose. Fait que c'est important, en fait, de considérer ce besoin-là puis d'aller à la source pour voir qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce que tu veux nous dire. Puis c'est intéressant. Puis je me demandais, vous avez mentionné aussi donc autisme et autisme d'Asperger. Oui, bien, ça fait partie, le syndrome d'Asperger fait partie de la lignée des TED, des troubles envahissants du développement. Et oui, eux aussi ont beaucoup de difficultés à certains niveaux, eux autres aussi. C'est sûr que souvent, ils sont étiquetés comme des autistes très savants ou très plus développés, mais en réalité, au niveau des habiletés sociales, au niveau de plein d'autres choses, ils ont des difficultés, eux autres aussi, là. Si je peux expliquer un peu, oui. En fait, les personnes autistes, c'est souvent, les gens ont souvent l'image de quelqu'un qui va être dans sa bulle, c'est souvent ce qu'on entend. Ça va être quelqu'un qui va être non-verbal, qui va avoir plus de comportements, dans le fond, stéréotypés, tandis que la personne Asperger va souvent être intégrée au régulier, mais elle va avoir d'autres difficultés qui sont très considérables aussi. Mais c'est juste pour expliquer, en fait, aux gens la différence un peu. Mais la personne qui atteint du syndrome d'Asperger, dans le fond, elle a les mêmes un peu... les mêmes besoins. Les mêmes critères, puis les mêmes besoins, un peu comme vous parliez d'avoir des problèmes de communication, tout ça, un peu comme vous aviez parlé. Tout à fait. OK. C'est la même chose. Tout à fait. Elle fait partie, dans le fond, de la famille des TED. C'est juste que c'est à différents niveaux qu'on retrouve les caractéristiques. OK. Puis, au fond, je me demandais, c'est quoi, on en a parlé un peu tout à l'heure, que bon, en vieillissant, les gens ont moins besoin un peu de leur routine ou de choses comme ça, mais... Mais c'est pas qu'ils ont moins besoin. Mais ils se trouvent des stratégies. Oui, énormément. Est-ce que, par exemple, rendu à 20, 25 ans, 30 ans, est-ce qu'il y a une espérance de qualité de vie semblable à celle de personnes qui ne sont pas autistes? Bien, en fait, moi, je considérais que ce n'est pas nécessairement l'âge, mais la prise en charge. Okay. En fait, quand on va prendre la peine de mettre leurs lunettes et de voir leurs besoins et d'adapter les situations à eux, la qualité de vie va être présente, là. Okay. Je pense pas que c'est l'âge, mais plutôt la compréhension de ce que c'est l'autisme, puis de la personne aussi, de vraiment comprendre ses besoins, comme je disais. Puis, donc, voilà. Oui. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Parce que si on se met dans les lunettes d'un enfant TED ou d'un jeune adulte TED, c'est certain que nous, il y aurait plein de choses qu'on aurait de la difficulté à gérer. Alors là, on peut comprendre les très grandes variétés de gestion d'émotions, juste de savoir, t'es-tu content, t'es-tu fâché, ces deux émotions assez faciles pour eux, mais t'es gêné, t'es timide, est-ce que t'es mal à l'aise, qu'est-ce que c'est tout ça qui me parle? Et ça, c'est hyper compliqué. Et nous, dans des relations humaines avec les autres personnes, souvent, on va essayer de regarder, oh, cette personne-là est fâchée après moi. On va être capable de détecter une certaine émotion, mais eux, non. À leur façon, comme Marie-Ève expliquait, c'est de faire la colère ou de s'isoler, ou il y en a même qui partent à courir. Ils ont toute une réaction différente.
Fait que c'est sûr qu'avec le temps, les thérapies, les besoins sont là, puis ça va aider leur qualité de vie, ça c'est sûr. En fait, à l'intérieur d'eux, c'est souvent une grosse boule d'émotions qui est tout mêlée. Puis même eux, ils ont de la difficulté à le comprendre. Donc, à l'exprimer, c'est quelque chose, pas d'impossible, mais c'est quelque chose qui est intéressant à travailler parce que ça va les suivre pour toute leur vie. Mais c'est vraiment... faut prendre le temps de penser comme eux, en fait. Pourquoi il réagit? Pourquoi il agit comme ça dans telle situation? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas été claire? Puis que j'ai, tu sais, les phrases à double sens, ils les comprennent pas toujours. En fait, il faut leur expliquer. Puis est-ce que c'est moi qui n'ai pas été claire? Puis dans ma consigne, c'est pour ça qu'il agit comme ça. Je pense que c'est des personnes vraiment authentiques qui n'ont pas de filtre. Donc, des fois, tu sais, ça peut paraître... ils vont avoir des comportements, puis on va se dire, mon Dieu, tu sais... Il comprend pas. Non, c'est à cause de moi qui a agi comme ça parce que j'ai pas bien expliqué, parce que j'ai dit telle chose, parce que... Fait que je pense que c'est important de se remettre en question, puis... Mais j'ai une petite parenthèse là-dessus. Oui, allez-y. J'ai un enfant Asperger qu'on connaît. Et lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, un enfant maintenant, il est rendu à 19 ans, on lui a demandé est-ce que tu as ta carte d'assurance maladie? Il a dit oui. Elle a dit qu'est-ce que tu attends pour me donner? Mais il dit, vous ne me l'avez pas demandé. Et c'est ça, un autiste. C'est un peu ça l'exemple. C'est qu'on pose la question, nous, indirectement, on va savoir. Elle me l'a demandé, je vais lui donner. Mais par contre, lui, il a répondu à la question. Elle lui a demandé, est-ce que tu as ta carte d'assurance maladie? Oui. Mais il n'a pas demandé de lui donner. Alors, il n'a pas rien fait, là. Alors, vous voyez les difficultés, à un moment donné, que ces gens-là rencontrent. Et ils font face à ça à tous les jours. Parce que nous, on s'exprime mal. On s'exprime avec des choses, des doubles sens, des phrases non finies. Et eux, il faut qu'ils vivent là-dedans, dans ce monde-là, qui sont très précis dans toutes les choses. Les autistes, ils sont très précis dans ce qu'ils veulent. Alors, c'est à nous aussi à s'adapter un petit peu à eux. Puis, je vais mettre l'autisme un peu de côté. Bon, vous êtes toutes les deux d'autisme lanaudière. J'aimerais qu'on en parle un peu. C'est quoi la mission, par exemple, d'autisme lanaudière? Vas-y, Marie-Ève. En fait, actuellement, ce qu'on offre comme service pour nos membres, on soutient, en fait, on a le service d'accueil et référence pour nos familles, pour les membres en général. On offre aussi une matériathèque qui comprend plus de 1500 tâches adaptées. Il y a 9 catégories, en fait, dans la matériathèque, ça pour travailler la motricité fine, pour travailler l'association, il y a 9 catégories, en fait. Okay. Pourquoi la motricité fine? Parce que je vais donner l'exemple qu'on donne en sensibilisation. J'ai un ado adulte, en fait, Asperger, puis il dit, moi, j'ai eu des velcro jusqu'à maintenant parce que certains ont beaucoup de difficultés avec ça. Donc, nos ateliers peuvent permettre aux parents ou aux intervenants de travailler ça avec eux. On a aussi un centre de documentation avec plein de documents, de pochettes ou de trousses qui peut aider nos familles à comprendre ce que c'est, des outils au quotidien, comment on peut les aider. On a aussi une programmation, on offre conférences, formations, des activités familiales, des activités pour les ados, des soirées d'échange pour les familles. Donc, il y a plusieurs volets, dans le fond, à la programmation. Aussi, on essaie de répondre de plus en plus à la demande parce que en autisme, actuellement, pour les 13 ans et plus, il y a très peu de services. Donc, il y a plusieurs projets très intéressants pour nos membres à venir. Donc, la SARL travaille fortement là-dessus parce que c'est un énorme besoin et c'est criant. Donc, c'est une de nos grandes préoccupations aussi. On offre les sensibilisations dans les écoles, aux intervenants, aux gens qui sentent le besoin, que ce soit en milieu de travail ou toutes les personnes, en fait, qui sont appelées à côtoyer les personnes TED peuvent faire appel à nous, puis on se déplace pour aller sensibiliser. On a des sensibilisations grand public. En avril, généralement, il y a une marche pour l'autisme. Il y a plusieurs activités aussi d'autofinancement pour réaliser tous nos beaux projets à venir. Donc, ça ressemble un peu à ça. Mais c'est intéressant, puis c'est important aussi d'avoir des organismes comme ça aussi qui aident. Dans le fond, j'ai vu aussi qu'il y avait sur votre site Internet le service de répit. Ça, dans le fond, c'est un peu pour les parents, dans le fond? Bien, en fait, c'est pas nous, la Société de l'autisme, qui me l'offront directement. Ce que vous parlez, c'est l'organisme Les Répits Gaby. En fait, eux offrent vraiment du service de répit pour les familles de 5 à 21 ans. Il y a plusieurs types de services qu'ils offrent pour les familles qui sont vraiment dans le besoin, là. Donc, c'est un aspect aussi.
OK. Puis, je vous écoutais, je fais une parenthèse, moi aussi, à mon tour, mais je vous écoutais parler toutes les deux. Puis, j'en sais bien cette réflexion-là, là, probablement comme peut-être beaucoup de personnes, mais est-ce que ces jeunes-là, par exemple, des cours d'éducation physique, des cours de théâtre, tu sais, par exemple, sont bien dans leurs émotions, est-ce que ça les aiderait? C'est quelque chose qui les aiderait, ces jeunes-là? Bien, moi, j'ai commencé indirectement des cours de musique, parce qu'ils aiment la musique. Ça va bien, c'est de l'individuel. C'est du 1 pour 1. Alors, du 1 pour 1, les TED sont au paradis, ils sont très contents. Ils ont juste une personne à gérer. Tandis qu'une classe, ils ont 8-9 personnes. Parce qu'il ne faut pas oublier, ils gèrent chaque personne individuellement. Elle est comme ça, l'autre est comme ça. Ça passe au scanner. Je les appelle mes petits scanners, ils sont un petit peu comme ça. Maintenant, il fait du karaté. Et à ma grande surprise, dans le cours de karaté, ils peuvent être, je ne sais pas moi, une vingtaine. Il est capable de gérer ça, de suivre le professeur en avant, de regarder l'autre, le contact qui est proche quand même entre les deux personnes. Et il va passer sa ceinture bleue bientôt là. Ah ouais? Et il a un intérêt fou pour ce sport-là qui est quand même, s'il y a des gens, c'est quand même un sport individuel pareil. Ça le met en forme, ça l'intègre au niveau des gens, les interactions sociales, les habiletés sociales. Au début, il disait tout ce qui passait par la tête dans le cours et à force de suivre le cours, elle a dit, tu sais, quand tu vas aller à la salle de bain, tu dis seulement, je veux aller à la salle de bain. Et lui, il entrait dans les détails. Pourquoi il voulait aller à la salle de bain? Et là, toutes ces petites choses-là, le professeur était au courant qu'il était TED, était au courant de tout ça. Elle l'a intégré. Il faut dire qu'il a un professeur tout à fait génial, là. Elle l'a intégré, elle lui montre beaucoup visuellement. Et il est très heureux d'aller à ce cours-là. Fait que je me dis, tout est possible. C'est sûr qu'au début, ils nous disent toujours « Ah non, ah non, ah non », parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de rentrer dans cette sphère-là. Même s'ils connaissent déjà... oui, même s'il y a un petit intérêt, ils ont peur quand même. Il y a beaucoup de monde, les gens vont me toucher. Ils n'aiment pas ça vraiment, se faire toucher, se faire surprendre. Mais à ma grande surprise, là, c'est vraiment... Et le niveau de concentration à l'école, il a augmenté énormément. Sa capacité de suivre. Et samedi, on a eu une activité Zumba pour collecter des fonds. Et Guillaume, il a performé comme ça se peut pas. C'était vraiment incroyable de le voir aller. Et c'est compliqué, les routines de Zumba, là. Il suivait ça, puis il avait un plaisir fou à faire ça. Et tout ça part de « je ne laisserai pas mon enfant dans le garde-robe parce qu'il est autiste. Je vais l'intégrer. Je vais aviser les personnes. » Souvent, les parents, on a tendance à dire « Ah, je ne suis pas pour le dire qu'il est autiste, je ne suis pas pour le dire. » Mais c'est une erreur, je crois, parce que la personne de l'autre bout ne le sait pas. Et lorsque l'enfant a un comportement bizarre, ils ne comprennent pas vraiment, là. Alors, je me dis, si on les avise, ils peuvent, eux, s'adapter à l'enfant et tout va bien, là. Comme au karaté, là, ça va super bien. Je voudrais dire, en fait, c'est une erreur, mais en même temps, c'est toute une question d'acceptation, de diagnostic, puis un processus aussi, tu sais. Puis souvent, les familles, tu sais, de dire que je m'en vais à la société de l'autisme, c'est vraiment de franchir un grand pas d'acceptation. Effectivement. Mais c'est pas tous les parents qui sont prêts à ça. Puis ça fait partie du processus d'acceptation, de deuil, puis on respecte ça aussi. Mais sachez que nous, justement, souvent, on est la première porte. En fait, ils vont aller en attente de diagnostic. Fait que pendant ce temps, on a beaucoup de parents qui viennent nous voir, puis on les écoute du mieux qu'on peut, puis on essaie de leur fournir toutes les ressources disponibles à eux. Et entre-temps, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, je pense que la Société de l'autisme est vraiment... c'est vraiment un gros volet, en fait, de ce qu'on offre à nos familles. Et pour en revenir, en fait, à l'intégration dans les activités, moi, je pense que c'est vraiment possible quand on adapte, justement, quand on prend le temps. Tu sais, on parle de ratio, ça dépend toujours des capacités, de l'intérêt du jeune ou de l'adulte. Dans le fond, à participer à l'activité. Mais je crois que si on s'adapte à eux encore, puis à leurs faiblesses, puis à leurs forces, tout est possible. Là, donc... Mais la Société de l'autisme, comme vous posiez comme question, offre des belles choses parce que... elle parlait de motricité fine tout à l'heure, Marie-Ève. Juste de faire des boucles. Ça paraît banal, de monter une fermeture éclair. Moi, je me souviens que je faisais faire des retouches au pantalon de mon fils. Je lui faisais poser des boutons en snap, des boutons en pression, parce que d'attacher un bouton, il n'était pas capable et il faisait pipi dans ses culottes à l'école parce qu'il ne voulait pas que l'éducatrice attache son bouton. Ils ont quand même une certaine orgueil, là. C'est pas le fun avec les autres amis.
Et tout ça, c'est un cheminement. Comme elle expliquait, c'est pas à 8 ans que je l'aurais inscrit au cours de karaté. Maintenant, lui-même a fait un cheminement. Nous, on fait notre deuil d'un enfant normal, comme on peut dire. Et on va avec ça, on dit maintenant, on va mettre tous les atouts de notre côté pour qu'il soit heureux dans la vie. Peu importe l'handicap qu'il va avoir, il va être heureux, puis il va faire ce qu'il aime. Alors lui, il aimait le sport, il est bon dans le sport, on va pousser le sport. S'il aurait été bon à l'école, on aurait poussé l'école, mais pour lui, s'il aime moins ça. Mais tout ça pour dire que j'avais été chercher un petit soulier pour montrer à faire les boucles. On avait un petit agenda avec chaque image, ça donnait chaque séquence pour montrer à faire les boucles. Bon, on a fait ça pendant 6 mois et demi. C'est long, mais aujourd'hui, il sait faire ses boucles. Et après, on retourne le matériel à la Société de l'autisme et ça va servir à d'autres personnes. Alors, ça aide les gens avant d'avoir le diagnostic, des fois, où on est pris, on a beau avoir le diagnostic, on n'a pas de service, il y a des listes d'attente à pu finir. Ouais. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'outils comme ça qui est très, très aidant à la Société de l'autisme. C'est vraiment là... Puis, vous parlez de listes d'attente. Moi, dans le fond, je me demandais, des parents, par exemple, comme vous, possiblement... quand on soupçonne qu'il y a peut-être de l'autisme ou un TED, mais qu'on n'a pas encore le diagnostic, comment on gère ça en tant que parent? C'est difficile parce qu'on regarde notre enfant puis on ne comprend pas pourquoi il fait ça. On dit qu'il n'est pas normal. Il y a plein de choses qui nous passent dans la tête, là, des maladies à pu finir. Et je vous dirais, aujourd'hui, avec Internet, on va même sur Internet, tel comportement, telle chose, ça doit être ça, ça doit être ça. Et on embarque dans une sphère qui est vraiment difficile. Mais lorsqu'avec l'école et tout ça, les intervenants sont quand même habilités de travailler avec des enfants, des fois, eux nous donnent des petites pistes. Et moi, quand on me parlait de troubles envahissants du développement, c'était du chinois, je ne savais pas c'était quoi. Parce que moi, l'autisme, c'était comme Rain Man. C'est quelqu'un qui longe les murs, quelqu'un qui... Et même aujourd'hui encore, lorsqu'on parle d'autisme, on relie beaucoup ça au film Rain Man. Mais il y en a plusieurs, Il y en a plusieurs. Ça fait partie. Oui. Et puis là, ben, on va à la Société de l'autisme, on appelle. Est-ce que je peux avoir de l'aide en attendant? Est-ce que je peux avoir de l'écoute? Parce qu'au début, on a un deuil à faire, là. Le deuil de l'enfant parfait, ça n'existe plus. Il va aller à l'université, il va faire ci, il va faire ça. Il n'y en a pas de ça, là. Il n'y en a pas de ça. Et au contraire, les familles s'isolent. Les familles rejettent beaucoup de choses. Non, 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 il doit être normal, ça doit être juste une mauvaise passe. Et on ne veut pas voir ça. C'est vrai, ça. Mais... En fait, j'aimerais dire qu'il y en a certains qui vont aller à l'université, qui vont réussir. Mais comme Christiane a dit, pour un parent, l'enfant qui va réussir à faire sa boucle ou qui va vous demander pour la première fois « Maman, est-ce que je peux avoir du jus? » ou qui va faire une demande tout simplement ou qui va vous prendre par la main. Des fois, c'est même pas verbalement, mais un enfant qui va communiquer avec vous, pour les parents, c'est vraiment une grande réussite, là, je veux dire. C'est une victoire, dans le fond. Tout à fait. Oui. Parce que les... Ouais, excusez-moi, allez-y. Non, allez-y. Mais les autistes, dans le fond... j'ai perdu mon idée, mais... C'est une petite victoire, mais à tous les jours, on a des petites victoires. Ouais. Parce qu'il faut dire que c'est des personnes merveilleuses puis qui apportent beaucoup. Souvent, justement, les personnes qui sont non-verbales ou quand ils vont vous prendre par la main puis vous emmener puis vous pointer quelque chose, c'est une demande, mais c'est merveilleux ce qu'ils viennent de faire là. Puis pour les parents, c'est beaucoup. Pour nous qui travaillons justement à développer des acquis, puis c'est énorme. Pour un jeune qui est au secondaire puis qu'il arrive puis il dit... qui va être capable de mettre des mots sur ce qu'il ressent, bien, c'est merveilleux encore une fois, tu sais. Pour nous, c'est vraiment du quotidien, puis on est capable de s'exprimer, on comprend nos émotions, mais eux, quand ils arrivent puis ils disent « ça va pas bien », wow, tu sais. C'est une grosse évolution. Vraiment. Donc, c'est des petits bonheurs au quotidien pour les parents. Oui, il y a une certaine lourdeur, mais je crois que... Ah, tous ces petits bonheurs-là, là, c'est... Quand il vous prend juste par le cou et il dit « Maman, je t'aime ». Oui, c'est énorme parce que ces enfants-là ont beaucoup de difficultés à communiquer. Fait que juste aussi à l'école, quand il dit « Maman, j'ai été capable d'aller faire le bac de recyclage », c'est énorme pour lui, là. D'être capable de dire « Je m'en vais dans les autres classes chercher le bac de recyclage », puis « Wow, bravo ». Et dans le fond, c'est tout. Puis eux autres sont tellement fiers d'avoir accompli ça. C'est de voir la fierté dans leurs yeux, là. Comme moi, quand je l'ai vu, quand le professeur lui a dit « Guillaume, bravo, tu es ceinture orange », l'eau qui coulait dans ses yeux, c'est pas descriptible. Pour lui, là, c'était, là, je l'ai atteint.
Et là, son but, c'est d'être ceinture noire. Et je crois qu'il va y arriver. Puis en fait... Long, mais il va y arriver. Ben oui. Ben oui. Puis en fait aussi, il y a un aspect, tu sais, oui, c'est des personnes qui ont des difficultés à communiquer, à comprendre leur environnement, à comprendre leurs émotions, mais c'est des personnes très fiables. S'ils apprennent quelque chose, ben c'est pour la vie. Tu sais, une fois qu'ils vont avoir acquis, que ce soit de dire bonjour quand on rentre à quelque part, de regarder quelqu'un, ou, tu sais, c'est tous des succès, mais pour eux, pour tout l'environnement, pour tous les gens qui les entourent, mais c'est des personnes fiables, c'est des personnes en qui on peut avoir confiance. C'est des gens que, si quelqu'un, tu sais, je pense à nous, il y a des gens qui viennent travailler pour nous un peu à la Société de l'autisme, à quelquefois des bénévoles, puis ils sont fiables, ils vont accomplir leur tâche jusqu'au bout. C'est sûr qu'il faut les encadrer, puis il faut bien leur expliquer. Mais une fois que c'est compris, ils ont vraiment des belles qualités, puis il faut prendre la peine de les connaître pour savoir ça. Par contre, il faut leur donner leur chance. Puis, je me demandais, pardon, tu parlais de société, dans le fond. Comment nous, par exemple, je connais pas particulièrement l'autisme, même si on me dit, par exemple, cette personne-là est autiste, comment nous, on agit avec ces personnes-là? Y a-t-il une façon d'agir particulière? Bien, moi, je pense qu'il faut agir comme on agit avec tout le monde, premièrement. Il ne faut pas les mettre dans une catégorie, dans le fond. Non. Faut les respecter. Il faut clairement les respecter. Il faut respecter leurs limites à eux. Ils ont besoin... Parfois, il y en a qui vont être hypersensibles au bruit. Donc, on va faire attention. Si on voit que les bruits le rendent anxieux, parce que des fois, c'est des personnes très anxieuses. Donc, qu'est-ce qui va le rendre anxieux? Est-ce que la lumière, c'est trop fort dans ses yeux? Il ne sera peut-être pas capable de vous le dire avec des mots, mais par son attitude, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien ou vraiment le prendre, de le respecter comme je vous respecte, comme on respecte autrui, en fait. C'est une personne comme vous, comme moi. Les gens ont souvent tendance à oublier ça, qu'ils ont des besoins, que ce soit d'aller à la toilette comme nous, comme d'avoir un gros câlin. Ça va être différent à certains moments. Ils vont avoir besoin d'être seuls. Mais je pense que c'est de les respecter puis de prendre le temps de les connaître puis de vraiment prendre en considération leurs besoins puis leurs limitations. Puis en terminant, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire, par exemple, aux gens qui écoutent? Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez envoyer? Bien, en fait, on est dans le mois de l'autisme. Oui. Donc, c'est sûr que nous, on a une programmation, un calendrier d'activités spéciales. Donc, c'est sûr que le 26 avril, il y a une soirée bénéfice au profit de l'organisme. Ces soirées danse, bien, c'est pas danse, pardon, c'est un spectacle de musique et d'humour. C'est un jeune adulte Asperger qui va faire des numéros d'humour, qui a déjà été déjà dans nos activités. Bon. Donc, c'est une belle intégration, une belle réussite. Donc, voilà, si jamais des gens veulent des billets, ils peuvent s'adresser à nous, à la Société de l'autisme. On va diffuser le site Internet aussi ici en bas de l'écran. Donc, ben voilà, c'est déjà tout. Ça a passé vite quand même. Oui. Mais je vous remercie, mesdames, c'est très intéressant. Merci. Puis voilà, j'espère que ça vous a un peu conscientisé sur l'autisme. Donc voilà, c'était Christine Guilbeault pour Ça vous regarde. Bonjour, ici Marie-Soleil Michon. Vous regardez CTRB TV.